C'est difficile à dire parce que je ne l'ai jamais interrogé là-dessus. Euh, il en parle dans ce livre qui s'appelle Histoire d'une vie, qui est le premier livre de lui que nous avons publié en 2004, en même temps qu'un roman, L'amour soudain. C'était un choix évidemment délibéré de publier deux livres de lui en même temps, dont un livre de fiction et un autre qui n'est pas un livre de fiction, pour marquer son importance, disons. C'est quand même assez rare de publier comme ça deux livres en même temps d'un auteur. Il n'était pas inconnu en France, mais il était presque complètement oublié. Euh, oui, alors, Histoire d'une vie, c'est un livre très important dans son œuvre. D'abord parce que c'est le premier qu'on ait publié en France. Bon, ça c'est spécifique à la France, mais c'est probablement ce qui s'est passé en France qui a, autour de lui, qui a euh, ranimé l'intérêt pour son œuvre dans d'autres pays, dans le monde entier même. Ça, on en a eu de nombreux témoignages. Mais qu'est-ce que c'est qu'Histoire d'une vie? Est-ce que c'est une autobiographie au sens classique du terme? Non, pas du tout. Donc il y a des informations, si vous voulez, dans ce livre importantes, des informations biographiques, mais ça n'est pas les faits bah, qu'on pourrait mettre en perspective avec leur transposition dans ces romans. C'est pas ça. Quand je lui ai posé la question, je lui ai posé cette question-là, est-ce que c'est votre autobiographie vraiment vraie? Il m'a dit non. Non, non, c'est un texte littéraire. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est chacun de comprendre. En tout cas, pour répondre à votre question, dans Histoire d'une vie, ben, il parle, mais de manière souvent assez euh, étrange, de ses pérégrinations en Italie, dans des régions, des villes balnéaires, des plages avec des. C'était un des. Quand on lit ce passage d'Histoire d'une vie, on a l'impression que ce sont des hippies qui vivent comme ça sur une plage, sur des plages, et en jouant de la guitare, en fumant, on ne sait pas trop ce qu'ils font là. Ils attendent peut-être un bateau pour partir ailleurs. Et puis, ils parlent aussi des saltimbanques, d'adolescents qui sont des saltimbanques. C'est à la c'est assez un peu onirique, si vous voulez. Hein, on trouve beaucoup dans son œuvre des, des passages qui ressemblent un peu à des rêves. Et ça ressemble beaucoup à un rêve, à cela près que ça s'est vraiment passé. Hein. Il a vraiment erré comme ça pendant des mois à l'aventure avec des groupes de jeunes de son âge, probablement. Ce qui m'avait frappé à la lecture de Une histoire d'une vie, c'est que ce passage-là, enfin pour moi, c'est naïvement, j'imaginais qu'une fois la guerre finie, on rentrait chez soi et on se couchait dans un bon lit, alors avec difficulté parce qu'on n'était plus habitué à avoir justement un matelas. Mais lui, ce qu'il décrit, c'est les prédateurs qui attendent les enfants, c'est son professeur qui est obligé de caler son lit contre la porte de la cabane parce que la nuit, des gens viennent voler les enfants jusque dans les lits de fortune. Je n'avais aucune idée avant de lire Histoire d'une vie à quel point la vie, une fois la défaite nazie, restait totalement périlleuse et pleine d'atrocités d'une certaine façon. Oui, oui, on a oublié tout ça. Mais en ce qui le concerne lui, on peut dire qu'il n'avait pas de chez soi. Il n'y en avait plus. Et c'est ça l'histoire de sa vie, en fait. Hein, et Philip Roth a dit de manière très très juste que Appelfeld était un déraciné. Et il a même ajouté un désorienté.
Et je pense que c'est le mot qui correspond de la manière la plus juste à, à cette période et à son destin, en fait. Hein. Dans ces livres, il est souvent question de gens qui essayent de retourner chez eux, mais qui n'y parviennent pas. Donc c'est un, c'est une odyssée ratée, si vous voulez. Hein. Ulysse n'arrive pas à rentrer chez lui, parce qu'il ne sait pas où c'est. Et finalement, il ne se sent nulle part chez lui. Le seul endroit où il se sent chez lui, c'est finalement dans les livres qu'il écrit. Il a reconstitué une sorte de demeure, de maison faite avec des mots qu'il a fabriqués et qui lui permet d'habiter le monde. Alors de l'extérieur, c'est un peu, oui, il est comme tout le monde, mais à l'intérieur, il n'est pas comme tout le monde. Parce il a perdu ce lieu où il ne peut pas revenir. Alors, si quand même il y a une chose intéressante, une des choses qui m'ont conduit à le publier, c'était, il y en a eu plusieurs, hein, mais c'était la lecture d'un texte qu'il avait publié dans le New Yorker, qui s'appelle Retour à Tchernowitz, et où il racontait comment, des années après la guerre, d'ailleurs c'était quelques années plus tôt en fait, donc c'était peut-être les années 70. C'était en 96, je crois. Ah bah écoutez, vous en savez plus que moi. Non, c'était une fois que le mur de Berlin est tombé. C'était pas très longtemps après Si vous pouvez juste le redire. Vous avez raison. Et oui, c'est exact. Bref, il est retourné à Tchernowitz et il décrivait cette ville. Et son agent m'avait dit que c'était un extrait d'un livre qu'il était en train d'écrire qui est devenu Histoire d'une vie. Et lorsque j'ai lu la traduction de Valérie Zenati, j'étais un peu perplexe parce que je n'arrivais pas à retrouver ce passage. Et elle m'a dit, mais il n'est pas dans le manuscrit. Et j'ai profité de sa venue à Paris la première fois pour l'interroger là-dessus. Je lui ai dit, mais il n'y avait pas un passage où vous racontiez votre retour à Tchernowitz? Il me dit, oui, effectivement, mais je l'ai enlevé. Et je lui ai demandé pourquoi, et il m'a dit c'était trop sentimental. Alors c'est curieux, parce qu'il est quand même revenu à Tchernowitz. Mais ça ne figure nulle part dans ses livres. Nulle part. C'est comme si ça n'avait pas eu lieu, dans un sens. Oui. Donc, déraciné, désorienté. Alors, les racines, c'est un mot qu'on emploie aujourd'hui un peu à tort et à travers, mais parce que les hommes ne sont pas des plantes, mais néanmoins, ça veut dire quelque chose quand même. C'est-à-dire, c'est là qu'il est né, c'est là qu'il a grandi, mais tout s'est passé comme si ce lieu avait été anéanti. Et je suppose que la décision d'écrire n'est pas étrangère à cet événement. Sa femme me racontait par rapport à ce voyage-là que selon elle, ce qu'il en avait retiré, c'était que le Tchernowitz était à l'intérieur de lui. Voilà, et que du coup, le lieu réel comptait finalement moins que celui qu'il avait réussi à construire. Ben oui, je crois que c'est ça, effectivement. Ouais, oui. Mais c'est ce qu'il a fait de manière générale. C'est-à-dire qu'il portait un monde en lui. Et dans un sens, je ne dis pas que ça explique, mais c'est probablement quelque chose à voir aussi avec la manière dont il écrivait. C'est-à-dire que toutes les fois qu'on lui posait la question du réalisme, je l'ai entendu dire que ça n'intéressait pas du tout. Ça n'intéressait pas de décrire les lieux, les gens.
Parfois, c'était nécessaire, donc il le faisait, mais son but n'était pas de témoigner de ce qu'il avait vu ou entendu, ou de décrire le monde. C'était plutôt de nous faire entrer dans son monde à lui. Et, et c'est en cela qu'il est un grand écrivain. Ah, du coup, j'ai plein de questions qui se bousculent. Euh, La première, ce serait, est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti à la lecture de cet article publié dans le New Yorker, cet article sur le retour à Tchernovitz? Plus ou moins. Plus ou moins. Euh, disons que j'étais très très curieux de ce dont il parlait parce que ça m'était familier. J'avais un sentiment de familiarité puisque je connaissais l'existence donc de cette ville. J'en avais entendu parler dans mon enfance, alors que c'est pour la plupart des gens c'est un endroit totalement inconnu, surtout à l'époque. Et en même temps que cette familiarité, je découvrais ses impressions à lui. Et ça m'a éclairé, mais pas de manière théorique du tout, hein, plutôt sur un plan émotionnel. Ça m'a éclairé sur, sur l'objet de ses livres, hein, finalement. Alors justement, je ne veux pas dire que c'est évidemment que le- il essayait il se livrait à une évocation du passé pour lui-même, mais c'était l'idée c'était la mémoire. Et une chose dont je suis absolument certain, pour l'avoir entendu en parler et avoir lu aussi des interviews dans lesquelles il évoquait simplement cet aspect-là, mais si on parle des auteurs qui l'ont vraiment inspiré, qui l'ont aidé à écrire, les deux plus importants, je crois, c'est Kafka et Proust. Et comme chacun sait, la mémoire joue un rôle important dans l'œuvre de Proust, mais ça n'est pas le rôle le plus important, contrairement à une idée reçue. La recherche du temps perdu, c'est pas juste essayer de se souvenir de quelle couleur étaient les rideaux de la salle à manger. Vous voyez, bon, j'exagère un peu, mais donc c'était un certain traitement, un certain usage de la mémoire, mais sans doute je me trompais puisque, comme je vous l'ai dit, il trouvait ça un peu trop sentimental. En tout cas, ça ne trouvait pas sa place dans le livre qu'il écrivait, hein. C'est peut-être ça aussi, tout simplement, puisque c'est vraiment un livre très, très, très singulier, et où ce genre de souvenirs probablement n'avait pas grand-chose, n'avait rien à faire, hein. Lors de la soirée hommage qui a eu lieu à la Maison de la Poésie, je crois que vous avez utilisé une expression comme un écrivain amnésique et aphasique, et ça m'a beaucoup parlé. Est-ce que ma mémoire a transformé cette expression ou est-ce que ça vous... Alors,